En route, à présent, vers les montagnes les plus hautes. De nombreuses petites voix paisibles, soutenues par le tonnerre de midi, nous crient « Montez plus haut !» Adieu, vallons bénis, forêts, jardins, ruisseaux, oiseaux, écureuils, lézards et un millier d'autres créatures. Adieu, adieu. Montant à travers bois, nos sauterelles en sabots ont déferlé sous un nuage de poussière brune. À peine les avions-nous poussés à une centaine de mètres au-delà de leur ancien corral, qu'elles semblaient déjà savoir qu'elles se dirigeaient enfin vers de nouveaux pâturages, si bien qu'elles se sont ruées comme des folles devant elles, se bousculant au milieu des trouées, dans les broussailles, bondissant, multipliant les cabrioles, comme des eaux en crue s'échappant avec un grondement d'exultation à travers un barrage rompu. Sur chaque flanc, un homme ne cessait de hurler des conseils aux meneurs qui, tenaillés par la faim, se comportaient comme les pourceaux du pays des Gadaréniens. Bonjour à toutes et tous. Voilà, petite lecture à vélo sur la jolie voie verte locale, avec cette belle végétation indomptée, sauvage, dense, un peu comme dans les tropiques, Costa Rica, Into the Wild. Et je vous lis un extrait d'un des grands nature writers qui s'appelle John Muir. John Muir, donc je vous montre un peu la couverture. Un été dans la Sierra. Donc les nature writers, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. N'hésitez pas à aller la consulter, la visionner. Ce sont tous ces écrivains qui parcouraient la nature et s'inspiraient de la nature, voilà, un peu comme je fais moi dans certains de mes livres. Et au quotidien, en marchant et en pratiquant la randonnée. Je poursuis un peu la lecture. Deux autres bergers s'occupaient des traînards, les aidant à se libérer des broussailles où ils étaient allés s'empêtrer. L'Indien, calme, alerte, guettait en silence les vagabonds que l'on risquait d'oublier. Les deux chiens couraient un peu partout, ne sachant trop ce qu'ils devaient faire, tandis que Don Quichotte, bientôt attardé loin derrière, s'efforçait de rester en vue de son turbulent magot. Je vous montre un peu la voie verte. Je vous reprends tout de suite. Dès que nous avons eu franchi la limite de notre ancien territoire, totalement dévoré, la horde affamée s'est brusquement calmée, comme une rivière de montagne dans une prairie. À partir de là, les moutons ont eu droit d'avancer en mangeant, aussi lentement qu'ils en avaient envie. Et l'on a seulement veillé à les diriger vers le sommet de la ligne de partage des eaux du Merced et du Tuolumne. Bientôt, les 2000 panses aplaties se sont gonflées de poids, de senteurs et d'herbes, et les créatures hâves et mortes de faim, qui ressemblaient davantage à des loups qu'à des moutons, sont redevenues douces et dociles. Tandis que les bergers, vociférants, se transformaient en paisibles pasteurs et flânaient en paix. Au moment où le soleil déclinait, nous avons atteint Hazel Green.
Un endroit charmant au sommet de la crête qui partage les bassins du Merced et du Tuolumne, où un petit ruisseau coule au milieu de fourrés de noisetiers et de cournoyers, sous des sapins argentés et de pins magnifiques. Nous voici installés ici pour la nuit. Notre grand feu, alimenté par un monceau de bûches et de branches résineuses, resplendit comme un lever de soleil restituant généreusement la lumière lentement tamisée pendant des siècles d'ensoleillement estival. Et à la douce lueur de ce soleil ancien, que les objets qui l'entourent sont donc mis en relief de façon impressionnante contre les ténèbres extérieures. Les herbes, les pieds d'alouette, les encolis, les lys, les buissons de noisetiers et les grands arbres forment un cercle autour du feu, contemplant et écoutant avec un enthousiasme qui semble humain, comme des spectateurs pensifs. La brise nocturne est fraîche, car tout au long de la journée, nous sommes élevés jusqu'au plus haut des cieux. Demeurent des montagnes nuageuses que nous admirons depuis si longtemps. Que l'air est donc suave et vif. Chaque respiration est un bienfait. C'est ici que le pain à sucre atteint son degré suprême de développement. Aussi bien sous le rapport de la taille que sous celui de la beauté et du nombre d'individus, remplissant toutes les bosses, tous les creux, tous les ravins plongeants, à l'exclusion de toute autre espèce, ou peu s'en faut. Quelques pins jaunes lui tiennent encore compagnie, ainsi que des sapins argentés, dans les endroits les plus frais. Mais si nobles que soient ces derniers, le pain à sucre est le roi, et il étale ses longs bras protecteurs au-dessus d'eux, tandis qu'ils se balancent et agitent leurs branches comme pour saluer. Nous avons à présent atteint une altitude de 2000 mètres. Avant midi, nous avons longé une partie plate de la crête qui marque la ligne de partage des eaux, entièrement plantée de busserolles, dont certains spécimens sont les plus gros que j'ai jamais vus. J'en ai mesuré un dont le tronc fait 1,20 m de diamètre et ne s'élève pas à plus de 45 cm du sol. Avant de se séparer en de nombreuses branches largement étalées, formant une grande tête ronde, haute d'environ 3,50 m ou 4 mètres, couverte de grappes, de petites clochettes roses au col étroitement resserré. Les feuilles sont vert pâle, glanduleuses et placées sur la tranche par une torsion de pétiole. Les branches paraissent nues, car l'écorce couleur de chocolat est très lisse et mince, et tombe en copeaux qui se roulent sur eux-mêmes en séchant. Le bois est rouge, dur et lourd, d'un grain très fin. Je me demande quel peut être l'âge de ces curieux buissons arborescents. Sans doute sont-ils aussi vieux que les grands pins. Les Indiens, les ours, les oiseaux et les grosses larves se nourrissent de ces baies qui ressemblent à de petites pommes, souvent roses d'un côté et vertes de l'autre. On dit que les Indiens s'en servent pour confectionner une espèce de bière ou de cidre. Il y en a de nombreuses espèces. Celle-ci est très commune par ici. Ces plantes n'ont nullement à redouter le vent, tant elles sont basses et solidement enracinées. Les incendies eux-mêmes qui balaient les forêts les détruisent rarement tout à fait, car elles repartent de la racine et certaines des crêtes arides
sur lesquels elles poussent ne sont guère touchés par le feu. Il faut que j'apprenne à mieux les connaître. Ce soir, les chansons du fleuve me manquent. Ici, la Hazel Creek, au plus haut de ses sources, a une voix d'oiseau. Les accents du vent dans les grands arbres au-dessus de nous font un effet étrange et impressionnant, d'autant plus qu'au-dessous d'eux, pas une feuille ne bouge. Mais il se fait tard et je dois me coucher. Le camp est silencieux, tout le monde dort. Le Seigneur donne le sommeil à ceux qui l'aiment. Dommage que ceux qui l'aiment en aient besoin, faibles, lasses, épuisés. Ah, qu'il est donc regrettable de dormir ainsi, au milieu du mouvement éternel et superbe, au lieu de contempler à jamais comme les étoiles. Petit extrait donc d'un été dans la Sierra de John Muir, un des grands auteurs américains du 19e siècle, qui a donc fait partie des Nature Writers. Voilà. Si vous ne connaissez pas encore, je vous conseille de les lire, il y en a beaucoup. Un des plus connus, c'est évidemment Thoreau, Henry David Thoreau, Walden ou La vie dans les bois. Mais il y a voilà, Emerson bien sûr. Mais il y en a beaucoup et certains un peu moins connus, alors qu'en fait ce sont eux qui ont inspiré les suivants, enfin, dont John Muir, justement. N'hésitez pas à visionner mes vidéos précédentes, où je vous lis donc des extraits en pleine nature. Voilà, parfois dans des lieux insolites, les pieds dans la rivière, perché dans un arbre, etc., etc. À très bientôt. Prenez soin de vous. Si vous êtes en vacances, profitez bien, reposez-vous.